Également, Raymond Côté est là pour jaser politique fédérale. Salut Raymond, comment ça va ce matin? Ah, ça va bien, Rémi, toi. Tu as passé une belle fin de semaine? Oui, bien tranquille. Oui, du bien des fois. Hein? C'est ça, les petites commissions à pied, là, on marche longtemps, on réfléchit, on se met les idées en place. Puis un peu de pleine conscience au travers, parce que si on réfléchit trop, on peut virer fou, surtout quand on regarde ce qui se passe dans l'actualité, Raymond. Quand on décroche pas, des fois, ça peut devenir lourd parce que, surtout du côté de la politique fédérale, il s'en passe des affaires. Pour remettre les choses en perspective, ce matin, la semaine dernière, les libéraux au fédéral, donc de Mark Carney, ont survécu à un vote critique à la Chambre des communes. Tout ça est un peu dans le contexte du budget. Peut-être nous remettre en perspective là, cette situation-là du côté du fédéral. Oui, bien, il faut se souvenir, la semaine précédente, il y avait eu deux amendements. En fait, un amendement puis un sous-amendement. Pas la semaine précédente, la semaine avant la semaine précédente. Parce que la semaine précédente, c'était une relâche parlementaire. On en avait parlé, le sous-amendement conservateur puis l'amendement bloquiste. Qui avaient tous les deux été battus puis qui étaient des votes de confiance aussi. Là, évidemment, écoute, lundi dernier, j'étais rivé à mon ordinateur à écouter le décompte des votes pour voir qu'est-ce qui allait se passer. Et ça a répondu à mes attentes. Ça a été chaud. On aurait pu partir en élection lundi. C'est un genre de Super Bowl pour toi, là. Ah oui, en quelque sorte. T'avais ton popcorn, puis let's go. Et le bilan, ça a été justement un gouvernement libéral qui a survécu à 170 par rapport à 168 contre. Ouais. C'était très serré. Et ça s'explique, c'est pour ça que je voulais en parler ce matin, par deux abstentions pour deux partis précis. Là. En fait, 4 abstentions au grand total. Donc, 2 conservateurs, incluant le conservateur Matt Générou. Il me dit rien, ce nom-là. Ah, pourtant, il a fait parler de lui beaucoup après Chris d'Entremont, parce que Matt Générou a annoncé qu'il allait quitter la politique au printemps. Après avoir été très, très sollicité par les libéraux, justement, puis la rumeur courait comme quoi il aurait été le deuxième conservateur à traverser le plancher de la Chambre, mais il a résisté aux pressions, puis il a décidé de quitter la politique pour avoir la paix, puis surtout protéger sa famille, comme il l'a indiqué. Puis du côté néo-démocrate, Gord Jones puis Laurie Idlout, eux aussi se sont abstenus. Et il faut souligner quand même que Laurie Idlout, elle, parce que les 3 autres abstentions, c'était des absences. Okay. Donc, du plancher de la Chambre, ils n'étaient pas devant leur caméra pour voter. Laurie, elle, de son côté, était devant la caméra, puis a annoncé son abstention. Donc, ni pour ni contre. Alors, j'ai aucune idée à savoir si les conservateurs puis les néo-démocrates avaient discuté de ces abstentions-là, justement, pour faire passer la motion, parce que j'ai pas pu vérifier ça. Bien franchement, ça se peut très bien que chaque parti ait fait leur calcul très, très fin pour compter justement 2 abstentions, sachant que Elisabeth May du Parti vert appuyait les libéraux en se disant on va avoir une égalité puis le président va être obligé de trancher. Donc, il y a peut-être eu un heureux hasard justement avec ces 4 abstentions-là au grand total qui a amené la Chambre à continuer à siéger, puis on va se le dire franchement, là, à moins que les libéraux décident de jouer un jeu dangereux là, en multipliant des votes de confiance, là, s'ils ont un agenda auquel ils tiennent à tout prix, on aura la paix, en tout cas, au moins jusqu'au temps des fêtes, puis même probablement pour plusieurs mois. Là. Il y en a beaucoup qui souhaitent avoir un petit peu la paix, là, surtout avec l'élection provinciale qui s'en vient dans un an. Là, il y en a, puis on sort du municipal. Fait que, à un moment donné, il y en a qui espèrent avoir un break, puis aussi avoir peut-être un peu de temps pour faire des choses. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que Mark Carney, on aime, on n'aime pas, il a été élu, il y a des choses à faire. La situation sur l'échiquier mondial, pas simple, tu sais. Fait que, est-ce qu'il y a un côté où toi, ou même personnellement, tu te dis, laissons-leur un peu de temps pour faire de quoi aussi, là? Arrêtons de tout le temps tout bloquer tout puis empêcher de tourner en rond ou non? Bien, je te dirais, Rémi, écoute, les libéraux, Mark Carney a joué un jeu dangereux parce qu'il y a eu des précédents où la Chambre est tombée, même si le gouvernement avait été élu la même année. Ça a été le cas, justement, en 1979. Souviens-toi, c'était le gouvernement minoritaire de Joe Clark. Il était dans une situation très semblable, d'ailleurs, au gouvernement minoritaire de Mark Carney. C'est-à-dire qu'il lui manquait seulement quelques sièges pour avoir une majorité. Et à l'époque,
Ça s'était passé en décembre 1979. Je me souviens plus de la date précise. Là, je pense que c'était à peu près pas loin de la mi-décembre, là, peut-être le 12-13 décembre, quelque chose comme ça. Justement, il y a eu un vote de confiance et Joe Clark, son gouvernement, n'a pas cherché à négocier avec les autres partis politiques, hein, ce qui ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qui s'est passé là, il y a de ça quelques jours. Alors, parce que Mark Carney ne tendait pas du tout la main aux autres partis, il aurait pu assurer que le budget passe haut la main simplement en s'entendant avec les néo-démocrates. Et c'est ça qui est assez ironique, c'est qu'en 1979, Joe Clark aurait pu faire passer son vote de confiance en ayant l'appui des 6 créditistes. Hein, parce qu'il y avait des députés créditistes à l'époque, c'est ça, des députés du Québec. Non, en effet, on remonte à très loin. Et ça a entraîné la chute du gouvernement. Et pour faire le parallèle avec maintenant, ce qui aurait été particulièrement dangereux, parce que moi, je l'ai vécu personnellement comme politicien, c'est que, comme en 1979 et comme en 2006, comme en 1979 puis comme en 2005, excusez-moi, parce que en 2005, ce que j'ai vécu, ça a été une motion de défiance où tous les partis se sont alignés contre Paul Martin pour le faire tomber. Et dans ces deux cas-là, on s'est retrouvé avec une élection dont l'échéance tombait après le temps des fêtes. Hein? Et là, on aurait eu quelque chose de semblable parce que c'est vrai qu'on était plus tôt, mais vu le 35 jours minimum de campagne, on se serait retrouvé à avoir un vote entre Noël et le jour de l'an, là. Et ça, c'est bon pour le taux de participation. Pas à peu près. Alors, probablement que Mark Carney aurait été pris à mettre en place un jour de vote quelque part en janvier ou même en février en ayant une campagne qui aurait été interminable. Moi, en 2005-2006, dans le dernier jour de novembre, le gouvernement était tombé. Puis les gens ont voté le 23 janvier avec une campagne de 55 jours. Ça a été la même chose en 1979 où là, le vote s'est fait en février 1980 avec presque 2 mois de campagne électorale. C'est évidemment quelque chose qu'on ne vivra pas cette année. Je pense que c'est une bonne nouvelle. En tout cas, on parlera pas trop vite, on va toucher du bois, mais en tout cas, là, c'est passé. Donc, le budget Mark Carney est passé. C'est réglé. Alors là, maintenant, les prochains votes de confiance, ça va être pour l'attribution des crédits, hein, parce qu'il faut comprendre que le budget, c'est une intention générale de dépenser, ou en tout cas d'investir, ou peu importe comment est-ce qu'on voit ça. Par contre, ce qui est le concret, le crunchy, ce qui alimente les ministères puis les programmes, c'est les crédits qui, eux, sont adoptés dans plusieurs projets de loi tout au long de l'année. Là, évidemment, moi, ce que je vais surveiller de très, très proche, c'est qu'est-ce qui va se passer à la Chambre. Puis ça, je ferai le parallèle avec la situation qu'on a vécue ici à Québec dans le premier mandat de Bruno Marchand. Et souviens-toi, quand Bruno Marchand est devenu maire de Québec, il n'avait pas la majorité au conseil municipal. Alors, c'était une difficulté, puis il a cherché à tendre la main, puis on l'a vu justement rapatrier, en fait, obtenir des conseillers municipaux qui sont passés de son bord, puis qui lui ont assuré une majorité. Là, maintenant, il y a une majorité très, très large. Là, à peine. Ouais, en tout cas, il y en a qui diraient exagéré, puis ça se discute, en effet. Mais la situation particulière, contrairement à un Paul Martin, par exemple, en 2005, qui avait seulement 133 députés, donc qui ne pouvait pas compter sur des défections. En tout cas, ça y en aurait pris 25-30, là, Paul Martin à l'époque. Mark Carney est seulement à 2 sièges de la majorité. Alors, on peut imaginer que le travail justement, dans les couloirs, dans les coulisses, là, va continuer à se faire pour convaincre probablement des conservateurs, mais peut-être même aussi des néo-démocrates de traverser le plancher de la Chambre, ou peut-être une Elisabeth May qui s'est... elle quitterait le Parti vert qu'elle a... C'est-tu elle qui l'a fondé, le Parti vert, Elisabeth May? Non, c'est pas elle qui l'a fondé, mais on peut la qualifier de figure marquante parce qu'elle est chef depuis très longtemps. Puis depuis que je suis à la politique, c'est elle, on dirait. Là, elle a surtout le grand mérite, Elisabeth May, d'avoir été la première élue verte à la Chambre des communes. Et de pas lâcher aussi. Non, en effet. Je veux dire, on s'entend, là, le Parti vert, ça a toujours...
Puis je le dis avec beaucoup d'amour, là, mais c'est un peu anecdotique là, sur la scène fédérale, là, on va se le dire. Donc, de ne pas lâcher, de continuer, de se présenter. Moi, j'ai énormément de respect pour ça. Raymond Côté, tu l'as dit, les libéraux sont plutôt proches d'une majorité. On est à genre 2 transfuges là, de peut-être avoir une majorité. Sitôt en mandat, ça se voit-tu des transfuges de même? Puis quel effet ça peut avoir? Parce qu'on l'a vu au municipal avec des gens qui ont essayé de changer d'équipe, qui d'ailleurs n'ont pas été élus. On l'a vu également au provincial. On en voit en masse du monde changer de parti. J'ai l'impression que du côté de la population, c'est pas très sexy les gens qui changent de parti comme ça. Est-ce que tu penses? Ben, écoute, on a le cas de Chris d'Entremont, hein, le député conservateur de Nouvelle-Écosse, qui est un ancien député provincial progressiste conservateur en plus, donc un gars avec beaucoup d'expérience. Chris, excuse-moi. Le chat s'est promené. Ben oui, le chat, il m'a sauté à la gorge. Alors, Chris d'Entremont est certainement conscient là, du fait que c'est casse-gueule, excusez-moi l'expression, là, de sauter d'un parti à l'autre, parce qu'en général, les transfuges se font punir à l'élection suivante. Ouais. Évidemment, ça dépend de la configuration de la circonscription, si c'est une circonscription qui est assez solidement acquise à un parti ou non. Puis il y a aussi la personnalité de la personne en général, mais on n'a pas énormément de cas de gens qui ont survécu à leur transfuge à l'élection suivante. On a quand même un cas, pas au Canada, mais au Royaume-Uni. Winston Churchill a changé de parti 2 fois dans sa carrière. Oui, absolument. Mais c'était Winston. C'était un conservateur qui était passé aux libéraux parce qu'il y avait un parti libéral à l'époque qui est revenu après ça aux conservateurs. Puis il a trouvé le moyen de continuer à la Chambre des communes de Grande-Bretagne. Quel homme. 7h57, Raymond Côté, c'est toujours un grand plaisir de pouvoir jaser politique fédérale avec toi. Merci de prendre le temps. Je te souhaite une belle journée. Bonne journée, merci. À dans 2 semaines. Ben, presque 7h58 maintenant sur